En séjour à Brazzaville, le docteur Denis Mukwege, gynécologue, chirurgien et prix Nobel de la paix 2018, a rencontré ce jeudi 29 juin à la résidence du Plateau le président Denis Sassou Nguesso. Au cœur de leur échange, la lutte contre les violences faites aux femmes. Combat dans lequel le docteur Denis Mukwege est engagé au sein de l'hôpital de Panzi, en République démocratique du Congo. Cet effort de prise en charge, il compte le poursuivre non seulement en faveur du sexe dit faible, mais aussi des enfants. Nous poursuivons la prise en charge des victimes des violences sexuelles puisque le conflit est toujours en République démocratique du Congo dans sa partie est et aujourd'hui la partie ouest, Kwamouth, est aussi en conflit et malheureusement dans tous les conflits, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde, on se rend compte que dans tous les conflits, ce sont les femmes et les enfants qui payent les lourds tributs. Et donc, à l'hôpital des Panzi, nous avons mis en place une prise en charge qui a 4 piliers. Le pilier médical, le pilier psychologique, le pilier socio-économique et le pilier légal. La lutte contre les violences faites aux femmes passe notamment par la promotion de la masculinité positive, elle-même fortement dépendante de l'éducation des hommes. Je crois que ce que nous voyons pendant les conflits armés, où le corps des femmes est transformé en champ de bataille, où le viol est utilisé comme arme de guerre, ça se voit de façon patente pendant les conflits, mais en temps de paix, malheureusement, les femmes subissent des violences domestiques. Les violences sont partout. Elles sont dans les milieux de travail, elles sont dans les écoles, les universités. Et ces violences, on peut les retrouver même dans la rue. Et donc, lorsque on est en période de paix, malheureusement, on en parle très peu. Et quand il y a un conflit, donc il n'y a plus la loi, il n'y a plus la foi, c'est à ce moment-là que ça devient patent. Et donc c'est pour cette raison que nous prêchons cette masculinité positive qui tout simplement doit nous permettre à ce que nous soyons dans une société égalitaire, que nous soyons dans une société où nous respectons la femme, que nous soyons avec la police à côté ou sans police, que nous puissions respecter la femme avec ou sans la foi, que nous puissions tout simplement la considérer comme notre égale et que si nous avons cette considération d'égalité, certainement que même s'il y a un conflit, on va toujours garder cette relation d'égalité. Mais à partir du moment où la femme est considérée comme un être de seconde classe, malheureusement, loin de la loi, on se comporte comme on le voit dans la plupart des conflits. C'est pour ça que nous pensons que la masculinité positive doit être enseignée, puisque ce que nous apprenons à nos enfants dès le bas âge, lorsqu'ils grandissent, ils apprennent à pouvoir respecter les femmes. Et je dois dire que nous avons besoin d'elles pour construire une société stable, une société où il fait beau vivre. La masculinité positive aide à mieux considérer le corps de la femme selon Denis Mukwege. Pour lui, je cite, « Le corps de la femme est le corps qui donne la vie, qui protège la vie. S'attaquer à l'appareil génital de la femme traduit le refus de l'humanité, de la vie. » Fin de citation. Emery Patrice Trovoada, Premier ministre de Sao Tomé et Principe chez Denis Sassou Nguesso, ce 27 juin 2023, le fait n'est pas nouveau car les deux hommes d'État se retrouvent régulièrement pour échanger sur les sujets d'actualité en Afrique et dans le monde. Les deux personnalités ont ensuite fait le tour d'horizon des relations bilatérales entre le Congo et Sao Tomé et Principe. Vous savez que j'ai visité le président il y a encore quelques semaines et nous nous étions accordés de la nécessité
de commencer à construire un agenda bilatéral, surtout au niveau des questions économiques. Donc j'ai profité de ce court séjour pour venir lui présenter quelques idées concrètes que nous avons commencé à élaborer du côté de Sao Tomé et Principe, et pour voir donc par la suite comment nous pouvons préparer une commission mixte afin de passer maintenant à la matérialisation de ces projets que nous avons en commun. Le président de la République et le premier ministre Sao Toméen ont aussi évoqué le récent sommet sur le nouveau pacte financier mondial. L'agenda international se prêtait. Le président m'a fait part de quelques avancées qu'il y a eu au niveau de la conférence climatique sur le financement climatique à Paris. Bon, vous savez que le Congo est leader au niveau de l'Afrique sur ces questions environnementales, notamment sur la question du bassin du Congo. Et il est important que nous ayons un alignement sur cette problématique qui est une problématique mondiale. Donc je suis très satisfait de ces entretiens et je repars, je dirais, encore une fois beaucoup plus convaincu de cette possibilité que nous avons et cette volonté politique que nous avons d'avancer au niveau bilatéral. Le Congo et Sao Tomé Principe ont noué des accords dans plusieurs domaines, parmi lesquels ceux de la pêche, l'agriculture et de la culture. Les deux pays sont membres de la CEAC et de la Commission du Golfe de Guinée. Voici un homme qui aura marqué l'histoire politique du Congo. Hilaire Moutol, plusieurs fois ministre puis médiateur de la République, il totalise cette année 92 ans d'existence. Une longue marche dans la vie que sa famille a commémoré ce mercredi par une messe d'action de grâce à la cathédrale Sacré-Cœur en présence du président de la République Denis Sassou Nguesso qui est venu honorer un digne et fidèle compagnon. La messe est dite par Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque métropolitain de Brazzaville, qui effectue son entrée dans l'enceinte de la cathédrale par une procession qui donne toute sa solennité à cette célébration eucharistique. Après des prières de rémission de péchés et de supplications, Monseigneur Bienvenu Manamika a circonscrit l'événement à travers un message de paix avant la liturgie de la parole, au cours de laquelle Monseigneur Louis Porté-Lambrouillou a loué les bienfaits de l'Éternel à travers le long chemin tracé dans la vie d'Hilaire Moutol, une vie marquée par l'amour, la justice, la paix et la reconnaissance. Hilaire Moutol, faut-il le souligner, a bâti une grande famille composée de filles et fils, de petits-enfants et arrière-petits-enfants qui lui ont rendu hommage à l'occasion de cette messe d'action de grâce. Papa, nous sommes tous réunis ici pour célébrer avec toi ce que le Seigneur t'a accordé ce jour. 92 ans de vie, ce n'est pas rien. À travers ces retrouvailles, nous célébrons aussi les 82 ans de maman et vos 63 ans de mariage. Quel bel exemple! Et que de deux filles à relever pour nous qui tentons de suivre vos empreintes. Papa, tu nous as consacré, à mes frères et moi, quelques décennies de ces 92 ans. Et je dois dire en toute modestie que l'exercice a été un modèle d'inspiration. Cette messe d'action de grâce, dite également en l'honneur de l'épouse d'Hilaire Moutol, qui totalise 82 ans d'âge, a été également marquée par la remise des dons sous forme d'offrande de sacrifice à l'Éternel, des dons reçus par Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville.
Le Gabon, qui assure depuis 4 mois la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vient d'organiser à Libreville, le siège de l'institution, la 23e session ordinaire de la CAC, à laquelle plusieurs chefs d'État en préparent, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso du Congo. À son arrivée le 1er juillet 2023 dans la capitale gabonaise, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Léomba par la vice-présidente du Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, avant de recevoir les honneurs militaires. La colonie congolaise du Gabon, fortement mobilisée, a réservé elle aussi un accueil chaleureux au président de la République. Au menu des travaux de ce sommet auquel ont participé 8 chefs d'État, les représentants des organisations régionales et internationales, les ministres et les experts du comité technique inter-État, figure en bonne place la question du financement de l'organisation avec l'examen et la validation des textes d'application du règlement financier révisé la CAC relatif aux règles budgétaires et comptables. Après la photo de famille, la session s'est ouverte au Palais de la Rénovation par une série d'allocutions qui ont réaffirmé l'importance du thème du sommet, à savoir relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle. Ouvrant le bal de ces interventions, le représentant du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine, Parfait Onanga Anyonga, a exprimé la volonté de son institution d'accompagner la CAC dans ses efforts de relever les défis sécuritaires. Le secrétaire général Antonio Guterres n'a pas manqué de saluer les efforts de la CAC en vue d'aider ses États membres à relever les défis sécuritaires et de gouvernance auxquels ils font face. Le secrétaire général s'est aussi félicité de la bonne coopération entre l'UNOCA et la CAC et a réitéré le soutien des Nations Unies à votre institution. En présentant le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité le 5 juin dernier, le représentant spécial Abou Abari a indiqué que depuis sa prise de fonction en septembre 2022, ses échanges avec les États membres de la CEAC l'ont conforté dans la conviction qui s'est faite d'une Afrique centrale plus riche en opportunités et ressources qu'elle ne l'est en défis. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de son côté, a émis le vœu de voir ce sommet déboucher sur les engagements concrets permettant à la CAC de jouer pleinement son rôle de catalyseur dans le processus d'intégration régionale. Le thème de ce sommet, relever les défis du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle, illustre l'ambition réaffirmée de la CAC de se doter des moyens de son émergence à partir de son formidable potentiel et à travers la mise en œuvre adéquate des décisions approuvées par ces instances. La Commission de l'Union africaine suit avec la plus grande attention les craintes et les attentes de l'Afrique, et en particulier celles de l'Afrique centrale, zone charnière au cœur du continent, en proie à toutes les vulnérabilités. Je pense ici en particulier à la situation à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, où la violence qui y sévit depuis des années constitue un obstacle majeur aux efforts communs d'intégration. Excellences, Mesdames et Messieurs, je mets le souhait que le présent sommet débouche sur des mesures pratiques, techniques et politiques devant permettre à la CEAC de jouer pleinement son rôle de catalyseur et d'accélérateur de l'intégration régionale et continentale. Le président de la commission de la CAC, Gilberto da Piedade Verissimo, quant à lui, s'est réjoui du bilan de la commission au premier semestre 2023. Les bilans qui se dégagent de l'action de la commission au cours de ces premiers semestres 2023
montre un réel effort de mise en œuvre de l'axe 6 du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 que vos excellences ont approuvé en novembre 2020. Les résultats obtenus dans ce domaine vont non seulement consolider la réforme institutionnelle de notre organisation, contribuer au processus de son institutionnalisation, mais aussi lui donner la capacité d'approfondir et de faire avancer les processus d'intégration dans notre région d'Afrique centrale. Dans sa prise de parole, le président gabonais Ali Bongo, président en exercice de la CAC, a réitéré sa ferme volonté de mettre en œuvre les axes prioritaires de son mandat, notamment le financement de l'organisation, la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Votre présence à ce 23e sommet ordinaire témoigne de notre volonté commune de renforcer davantage les liens de fraternité, de solidarité et de coopération qui unissent nos peuples et nos États. Il s'agit bien évidemment pour nous de parvenir à une meilleure intégration de notre espace communautaire. Notre rencontre de ce jour est l'occasion de faire le point sur le fonctionnement de notre communauté, de relever les défis, de consolider la dynamique de l'intégration dans notre région depuis sa réforme institutionnelle. Je voudrais réitérer ma ferme et constante volonté de poursuivre la mise en œuvre de la réforme et de réaliser les engagements que j'ai annoncés lors du dernier sommet de Kinshasa. À ce stade, il apparaît à mon sens que la matérialisation de cette réforme n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Ce constat devrait nous conduire à approfondir la réflexion sur les améliorations à apporter à ce processus. Au terme des travaux de ce sommet, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a échangé avec son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les sujets d'intérêt commun liés à la coopération bilatérale. Après ces entretiens, le chef de l'État a regagné Brazzaville ce 1er juillet 2023 dans la soirée. Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, merci. Vous avez assisté à Paris, ici, à ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le but, c'est de lutter à la fois contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Et on entend ici, mais déjà depuis un petit moment, cette petite musique qui monte, qui dit « Il faut que les pays africains renoncent aux énergies fossiles au nom de la lutte contre le réchauffement climatique ». Votre pays est évidemment un pays pétrolier. Est-ce que pour vous, ce sont des propos acceptables pour l'Afrique? Je pense que non. Parce que nous observons que quelques pays développés, industrialisés, ont décidé de recourir au charbon, par exemple. Et on n'en parle pas. Alors, oui, il y a des énergies fossiles qui ont leur effet sur le climat, mais dire que les pays africains devaient brutalement renoncer au pétrole, par exemple, je crois que c'est excessif. Cela devra être envisagé de manière globale dans le monde et progressivement, oui. S'il y a des énergies de substitution, et on les recherche bien, il y a l'hydroélectricité, l'éolien, et il y a le solaire. Alors si on progresse dans cette direction, pourquoi pas, mais nous observons malheureusement que les pollueurs, ce sont les pays industrialisés, les pollueurs ont décidé
à nouveau de recourir au charbon. Et c'est tout ce que je peux faire comme commentaire. Alors, on entend souvent beaucoup de discours, de promesses pendant ces grands sommets, 100 milliards par-ci, 100 milliards par-là, mais est-ce que, notamment pour l'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus concrètes à faire? On sait qu'il y a un grand problème d'énergie, on sait qu'il y a un grand problème d'électricité. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se pencher sur le quotidien des Africains, des Congolais, plutôt que faire de grands discours et de belles promesses? Bon, les promesses qui ne sont pas tenues. Et si les promesses étaient tenues, oui, à Copenhague et surtout à Paris, depuis 2015 et avant, à Copenhague 2009, on avait annoncé 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres, des mesures d'atténuation, d'adaptation, mais on ne voit rien venir. Alors, si ces fonds étaient effectivement donnés aux pays pauvres, on commencerait par l'énergie, justement, parce qu'on ne voit pas comment les pays pourraient se développer sans électricité. Et je l'ai déclaré au cours de cette conférence. Le fleuve Congo peut permettre de développer à 65 000 mégawatts d'électricité et donner l'électricité à plus d'une quinzaine de pays africains. Mais on ne peut pas réaliser ces barrages sur le fleuve Congo et pourtant l'Afrique compte plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Je ne vois pas comment on peut parler de développement dans ces conditions. Alors, vous allez accueillir fin octobre à Brazzaville un sommet sur les 3 bassins, le Mékong, le Congo, l'Amazonie, avec vos pairs africains, mais aussi sont annoncés le président du Brésil, Lula, peut-être le président Macron. Est-ce que là aussi, ça va être encore une grande messe où on va dire il faut sauver la nature, ou est-ce que vous en attendez des résultats concrets, opérationnels? Sûrement, parce qu'il faut que les 3 plus grands bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo, il faut que les dirigeants de ces 3 bassins élaborent une stratégie commune. Naturellement, il s'agira de protéger la forêt pour le bien de l'humanité, mais il s'agira aussi d'obtenir des contreparties du reste du monde pour le développement des pays qui protègent ce bien commun. Et je crois que ce sera un moment stratégique important. Hier, j'ai eu plusieurs heures d'entretien avec le président Lula. Nous avions déjà contacté le président d'Indonésie. Et je pense qu'avant la fin de cette année, en octobre, nous allons tenir à Brazzaville ce sommet des 3 bassins forestiers tropicaux les plus importants au monde et arrêter une stratégie commune. Alors, je veux en venir à l'actualité sur le continent, le Soudan. Les tentatives de médiation africaines, régionales, onusiennes, américano-saoudiennes échouent. Les combats sont repartis de plus belle. Le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Hier, à ce micro, le président du Kenya a même averti sur des signes possibles de génocide. Est-ce que vous craignez également le pire, Monsieur le Président? Oui, on peut craindre le pire, oui, et toutes les guerres se déroulent ainsi. On n'écoute pas et se développe, mais il y a toujours la guerre. Et au bout de la guerre, il y a toujours la recherche de solutions par la voie diplomatique et la négociation. On finira toujours par là.
Mais on peut craindre le pire aujourd'hui. Alors, un pays qui a été en guerre, et vous êtes beaucoup penché sur ce pays, et qui est toujours en crise, il faut le dire, hein, sans détour, c'est la Libye. Vous êtes à la tête depuis maintenant plus de 10 ans de la médiation de l'Union africaine. Alors, les deux camps rivaux de l'Est, de l'Ouest, négocient depuis des mois les modalités pour des élections générales. Un accord partiel a été conclu au Maroc, mais cette semaine, l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, a affirmé devant le Conseil de sécurité de l'ONU que cet accord était insuffisant et qu'on n'était pas loin d'une nouvelle crise. Est-ce que là aussi, vous êtes pessimiste ou est-ce que vous pensez que de manière objective, on peut imaginer des élections générales justes et transparentes en Libye avant la fin de l'année? Pourquoi pas? La mission qui nous a été confiée par l'Union africaine et qui a été confirmée lors du sommet de Berlin, et la mission confiée au comité de haut niveau de l'Union africaine à la Libye, c'était celle d'organiser une conférence de réconciliation nationale. Nous pensons que c'est un pas important vers l'organisation d'élections dont les résultats pourraient être acceptés par les partis. C'est notre mission. Mais on en est loin, Monsieur le Président. Oui, on en est loin, mais on ne se lasse pas. Tout à l'heure, j'aurai un entretien avec le président de la Commission de l'Union africaine. Nous avons pris contact avec toutes les parties libyennes, je dis bien toutes. Nous avons tenu des réunions multiples à Tripoli. Et on s'était même déjà accordé avec les parties libyennes pour que une commission préparatoire à la conférence se tienne à Brazzaville, ça devait être le 7 de ce mois. Et au dernier moment, je crois qu'il y a 2 partis qui n'ont pas envoyé leurs représentants. Et nous travaillons pour que cette conférence de réconciliation nationale ait lieu, mais elle n'est pas en opposition avec la tenue des élections, au contraire. Mais est-ce que des élections sont réalistes cette année, vu les tensions, vu les divergences, Monsieur le Président? Je ne peux pas me prononcer. Cette question devrait plutôt être posée aux Libyens eux-mêmes, comme la conférence de réconciliation. Nous pensons que ce sont les Libyens eux-mêmes qui devraient jouer les rôles principaux dans l'intérêt de leur pays. Et nous ne faisons que les accompagner dans cet exercice difficile, mais nous restons optimistes. Au Sahel, il y a eu des coups d'État, Mali, Burkina Faso, la situation sécuritaire demande très volatile, le retrait des forces françaises. Maintenant, le Mali a officiellement demandé à l'ONU de retirer les troupes de sa mission, la MINUSMA. Quelle est votre analyse sur la situation au Sahel? Bon, il s'agit des décisions qui sont prises par des États souverains. Est-ce que ce sont des bonnes décisions, Monsieur le Président, à vos yeux? C'est au peuple malien d'apprécier. Ce n'est pas au président du Congo de juger l'opportunité de telle ou telle décision prise par les autorités d'un pays. Bon, on a suivi qu'au Mali, il y a eu un référendum constitutionnel. Peut-être s'oriente-t-on vers la tenue d'élections au Mali. Pourquoi pas? C'est ce qui est attendu aussi. Je veux en venir à votre pays. Bon, depuis des années, des organisations non gouvernementales critiquent la situation des droits de l'homme. Je vais vous poser une question sur 2 personnalités qui sont en prison depuis des années. Le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Est-ce que vous pourriez imaginer, au nom de l'apaisement, au nom de la réconciliation nationale, un geste, peut-être une grâce? Monsieur Perelman, vous parlez d'apaisement comme s'il y avait des tensions au Congo. Il n'y a aucune tension au Congo. Et vous parlez de ces 2 officiers qui ont été jugés. Vous voyez qu'ils ont été jugés. Et ils étaient même 3.
le général Dabira avait été jugé dans les mêmes conditions, condamné à 5 ans de prison. Et il a terminé son temps de détention. Et il a été libéré. Et je peux même dire, c'est pour même qu'il soit ici en France ou peut-être au Maroc pour des soins, il est libre. Alors, vous parlez de prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Les délits pour lesquels ces officiers ont été jugés sont connus. Et purgent leur peine. Il n'y aura pas de grâce. Oh, je ne peux pas le dire. Pourquoi il n'y aurait pas de grâce? Mais il se pourrait qu'un jour, le président décide. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de grâce. Mais continuer de proclamer que ces officiers sont des prisonniers politiques, simplement abusif. Je n'en dis pas plus, parce que si on devait regarder les dossiers des uns et des autres en profondeur, il ferait bien des vagues, y compris au plan diplomatique. Je n'en dis pas plus. Alors justement, il y a quelque chose qui a fait des vagues il y a quelques mois, une controverse à propos du pétrole chez vous. Le quotidien Français Libération a, en janvier dernier, publié une enquête sur une société, Orion Oil, qui aurait été, d'après le journal et les enquêteurs français, au cœur d'un système de détournement au profit de votre clan et de vous-même. Dans le viseur de la justice française, son directeur, Lucien Ebata, un de vos proches, qui a été mis en examen pour blanchiment et corruption. Il y a des éléments du dossier qui semblent pointer le doigt vers vous. Quelle est votre réaction à ces accusations graves, quand même? Ah oui, mais les médias français sont habitués à ce genre d'agression. Maintenant, toutes les affaires du Congo sont jugées en France par la justice française, par les médias français, par vous. Et jamais il y a de commission rogatoire au Congo, jamais de partie civile au Congo. Et c'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Nous observons cela avec beaucoup de calme. Je ne fais pas d'autres commentaires. Mais donc vous ne voulez pas rejeter ces accusations. Vous estimez donc que c'est un complot, en gros? Ah ben c'est pas le premier. Et toute cette agitation se fait ici, en France, tantôt par la justice, et tantôt par les médias. Et un jour on comprendra les buts qui sont poursuivis par ces allégations-là. Vous voulez parler de déstabilisation, c'est ça que vous... Oh, je ne dis pas cela. Évidemment, parce qu'il y a toujours évidemment l'affaire des biens mal acquis. Hein. En septembre dernier, un hôtel particulier près d'ici, à Paris, attribué à votre fils, a été saisi. Est-ce que vous avez l'impression que cette investigation ne s'arrêtera jamais et pourrait finir par toucher votre fils, qui pourrait être mis en examen? Mais tous les droits sont permis ici. Vous savez, hier j'étais dans mon appartement 19 avenue Rapp, au 2e étage du 19 avenue Rapp, ce n'est pas un secret. J'ai vécu là pendant mon exil 2 ans. J'ai reçu tous les amis français, et même des journalistes. Au 2e étage de cet immeuble, un petit appartement de 2 chambres, mais les caméras de vos confrères sont venus à Avenue Rapp filmer l'immeuble et proclamer que voici l'hôtel particulier du président du Congo. Donc tout est permis ici. Quand il s'agit de salir les autorités
d'Afrique. Et vous voyez qu'on est à l'excès maintenant. J'ai mentionné votre fils. Certains pensent que vous souhaitez l'adouber comme votre successeur. C'est vous qui le dites. Certains, c'est lesquels? C'est toujours vous de la presse. Je vous pose la question. Je n'ai jamais fait de déclaration de ce genre. Personne au Congo. Alors tout ceci se dit ici, peut-être à Paris. Nulle part ailleurs. Alors, en attendant, la Constitution que vous avez fait modifier, enfin, d'après ce que j'en ai lu, vous permet de vous représenter en 2026. On est d'accord? Ben, vous l'avez lu? De ce que j'ai lu, vous avez le droit de vous représenter. Donc, vous la comprenez bien. Alors, évidemment, ça me permet de poser la deuxième question. Est-ce que vous comptez vous représenter une nouvelle fois à la présidentielle? Mais cette question n'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez, j'ai beaucoup de travail dans mon pays, encore que mon mandat est pratiquement à sa moitié, non? Je crois j'ai encore le temps. Mais vous pourriez me dire, je pars à la retraite, quoi qu'il arrive. Je ne vois pas l'intérêt de cette déclaration maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.